Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur Mewad. Bienvenue dans le décryptage de ce jour. Nous parlons de la République démocratique du Congo et c'est avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci. Alors avec vous aujourd'hui, nous parlons de la République démocratique du Congo. La CENI publie la liste provisoire des candidats à la présidentielle de décembre. La liste des candidats donc retenus pour cette élection, du moins au niveau de la CENI, a été rendue publique. Il s'agit de 24 candidats en lice pour le fauteuil présidentiel. La liste définitive devra être publiée par la Cour constitutionnelle le 18 novembre, donc à la veille de la campagne électorale. Et sur cette liste de 24 candidats, on a 16 indépendants, 6 candidats portés par des partis politiques et 2 par des rassemblements politiques. Parmi eux, le président sortant, Félix Tshisekedi. Alors, ma première question, 24 candidats pour un fauteuil présidentiel en République démocratique du Congo. Ben, on peut dire c'est trop quand on est assuré qu'il n'y a pas 24 façons de développer le Congo. Mais quand on voit ce qui se passe dans une bonne partie de nos pays, si vous comptez le nombre de partis politiques qui ont été légalement constitués, il n'y a aucune surprise si au moment d'une élection, on se retrouve avec autant de candidatures. Sans compter qu'il y a également la possibilité pour des individus de se présenter à la candidature de façon indépendante. On peut regarder ça en disant mais c'est de la vitalité démocratique, celui qui veut peut être candidat. Mais parfois, il faut se demander, est-ce que tous ces gens-là sont véritablement des candidats? On a vu des pays où des candidats ont été suscités, des candidats ont été encouragés et financés pour plutôt soit semer la zizanie au niveau de l'opposition ou parfois mettre le candidat en attente pour que s'il y a un second tour, qu'il puisse y avoir des revirements du côté où on pense que l'opposition risque de ne pas aller. Il y a tous ces éléments qui sont là, qui font que, bon, souvent on vient critiquer la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui pose problème? Ou bien est-ce que c'est la pratique que les gens font par rapport à la démocratie qui pose problème? Il faudrait peut-être faire en sorte que pour être candidat, qu'il y ait plus de rigueur dans les conditions. Il y a un député qui a fait une proposition au Sénégal que moi j'apprécie, puisque chez nous il y a le parrainage, les gens ont pris les fiches de parrainage, 200 personnes ont pris, puisque ça ne demande rien du tout, tu viens prendre ta fiche tout simplement. Lui il a dit que ce qu'on doit faire, pour prendre la fiche, il faut avoir une caution. Celui qui dépose la caution, s'il ne parvient pas à avoir les signatures, sa caution n'est pas remboursable. Et effectivement, parce que parfois, c'est assez facile, il faut le dire, de venir faire partie de la liste des candidats, alors que certains y vont tout en sachant qu'ils n'ont aucune chance de devenir président. C'est pour encombrer les bureaux de vote avec des bulletins, parce qu'il ne pourra pas encombrer les bureaux de vote avec des représentants pour veiller sur les scrutins, il ne l'aura pas. Mais c'est un coût. C'est du temps perdu, c'est un temps d'antenne, ça rend après la campagne électorale complexe. Mais 24 candidats, s'ils passent tous, s'il faut donner 5 minutes à chaque candidat tous les jours, faites la multiplication, vous voyez ce que ça donne finalement comme campagne, alors qu'il y a des gens que la majeure partie de la population n'aurait certainement même pas envie d'écouter s'ils prennent la parole. Alors, pourquoi ce soudain regain pour l'élection présidentielle en République démocratique du Congo? 24 candidats, c'est assez en tout cas. Bon, il faut dire que ça peut avoir un lien avec la façon dont le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Tshisekedi est venu derrière cette période, j'allais dire, sombre avec l'ancien président Kabila, où il a fallu que même des citoyens congolais qui ne sont pas dans des partis politiques se mettre pratiquement avec les partis politiques à mener le combat pour que on puisse respecter le principe démocratique affirmé par la République démocratique du Congo. On a vu l'Église catholique, par exemple, jouer un rôle important à qui on a reproché de faire de la politique, organiser des marches, mais ils n'ont pas fait de la politique. Ils ont fait du politique, c'est-à-dire ils font partie du pays, ils n'ont pas le droit de regarder des gens faire chavirer le bateau Congo alors qu'ils sont dans le bateau, ils n'avaient pas un candidat, ils n'ont pas fait campagne électorale ni quoi que ce soit. Mais à un certain moment, les règles du jeu étaient faussées, on ne permettait pas aux gens de pouvoir être candidats, il y avait tellement d'entraves qui avaient un seul objectif, c'était de faire en sorte que le candidat de Kabila, parce que ce n'était pas lui le candidat, son dauphin puisse passer. Mais certaines personnes se sont mobilisées. Ça crée après cette ouverture, cet espace qu'on laisse libre qui permet
à des gens qui veulent devenir candidats de devenir candidats. Et c'est ça qui arrive, ça fait que beaucoup de gens en ont profité pour se faufiler, pour venir devenir candidats. Mais attendons la campagne électorale, elle sera là bientôt, qu'on voit quel discours on tient, parce que quelqu'un qui est candidat, si tu es sérieux, tu publies un document. Je dis bien un document, je ne parle pas de quelqu'un qui dit non, on va s'occuper de la jeunesse, on va s'occuper du chômage. Ça, même moi, je peux le dire et je ne suis pas candidat. Il faut donner un document, qu'on ait des chiffres. Est-ce que tu connais le taux de chômage? Est-ce que tu connais pourquoi les gens ne travaillent pas? Mais c'est avec ça qu'on va dire, mais voilà quelqu'un qui est capable d'être président. Parce que si tu n'es pas capable de faire le bon diagnostic, mais il est clair que même si tu amènes un remède de cheval, tu vas tuer le patient au lieu de le soigner. Et ça, on va attendre de voir tous ces éléments et on va commencer déjà à voir que parmi eux, il y en a qui ont peut-être les moyens pour payer la caution. C'est pourquoi ils sont candidats. Mais en termes de propositions, en termes de diagnostic par rapport à la situation actuelle de la RDC, quand on va les écouter, on va plutôt se poser la question, pourquoi il est candidat? Parce qu'on ne le voit pas, on ne le sent pas dans la touche d'un homme d'État, parce que n'importe qui quand même, il ne faut pas qu'on accepte qu'il devienne président de la République. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de ces élections en République démocratique du Congo? Parce que le processus électoral est critiqué et pourtant les candidats sont en grand nombre. Il y a eu plusieurs batailles. Il ne faut pas qu'on oublie qu'à un certain moment, Fayoulou, qui est un des candidats les plus sérieux face au président Tshisekedi, à cause de tous ces problèmes, à un certain moment, avait même déclaré carrément qu'il ne va pas participer aux élections. Un moyen, bien sûr, de faire pression sur le pouvoir. N'oublions pas tous les débats qu'il y a eu sur le choix du président de la CENI, oui, considéré comme étant un proche du président de la République. Et ça, ce n'était pas les politiques seulement. Des organisations religieuses, des organisations de la société civile avaient dénoncé effectivement en considérant qu'on est en train de faire un pas en arrière et de retourner à ce qui avait été combattu. Puisque sous Kabila, c'était la même chose. Les mêmes problèmes étaient revenus. Bon, d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la RDC. On a toujours ce combat au niveau de la CENI, puisque les premières proclamations, parfois même une partie de l'organisation ou bien toute l'organisation, ça dépend des pays, se retrouvent là-bas. Donc, pour gagner les élections, il faut pouvoir mettre la main sur cette affaire-là, et chaque État a sa façon de mettre la main en créant une majorité automatique mécanique, en faisant passer des gens au nom du parti, des gens au nom de notre parti qu'on a mis candidat pour pouvoir avoir un représentant là-bas, etc. On connaît ces jeux-là. Mais c'est des jeux malsains. Quand un pays dit « je suis une république, je suis une démocratie », c'est malsain. Malheureusement, nous n'avons pas de système judiciaire suffisamment fort et suffisamment indépendant pour pouvoir mettre les bâtons dans les roues d'un État, parce que c'est ça le pouvoir judiciaire. C'est un pouvoir parallèle, c'est un pouvoir indépendant qui doit être capable d'arrêter un État. On le voit aux États-Unis. Un juge peut faire suspendre une décision du président de la République, et c'est tout à fait normal. Et quand on dit démocratie, c'est cela, ce n'est pas autre chose. Démocratie ne signifie pas élection, parce que chez nous, pratiquement, dans la démocratie, il y a surtout élection, et même dans élection, nous ne respectons pas les règles démocratiques, puisque les élections ne sont pas transparentes, la corruption est là, les moyens de l'État sont utilisés, il y a plein de choses qui sont là. Après, bon, on critique la démocratie, alors que quand vous regardez ce qui est écrit en matière de démocratie, c'est nous qui passons à côté. Donc ça fait qu'effectivement, l'opposition s'est plainte parce qu'il y a des griefs, comme d'habitude, sur le fichier électoral, sur des personnes qu'ils considèrent qui sont sur le fichier, qui ne devaient pas être sur le fichier, etc. Mais généralement, quand l'État organise des rencontres pour ce genre de situation, l'État a déjà sa proposition et s'organise pour que sa proposition passe. L'opposition sort toujours avec des critiques par rapport à ce qui a été décidé. Et malgré cela, ils sont nombreux à se présenter. Mais tout à fait, puisque... Est-ce parce que quelque part la confiance est revenue? Pas que la confiance soit revenue, mais je me dis que les gens tirent plutôt l'expérience du fait que la politique de la chaise vide a rarement réglé des problèmes en Afrique. Ça marche quelque part où vous avez une opinion publique qui est sensible à une telle chose. Si Fayoulou est revenu dans les élections, c'est parce ce n'est pas parce qu'on a mis des garanties pour qu'il gagne des élections. Et c'est lui qui devait le plus boycotter parce que c'est lui qui a gagné les élections passées. C'est clair. Pas c'est ce qu'il dit, c'est ce qui est sorti des urnes sur la base des procès-verbaux qui ont été regroupés par des observateurs, 40 000 observateurs de l'Église catholique précisément. C'était clair, c'était net. Mais malgré cela, vous avez vu
qu'il n'est pas président de la République. Donc s'il y a quelqu'un qui devait dire, voilà ce qu'on m'a fait, je tire l'expérience, je ne vais pas accepter de rentrer dans ce flou, c'est lui. Mais quand quelqu'un comme Fayulu ne participe pas aux élections, mais c'est comme s'il a donné à Tshisekedi la possibilité de gagner et dès le premier tour. Et c'est pourquoi, pour boycotter, il faut vraiment réfléchir par 4 fois pour savoir est-ce que le boycott arrange celui qui est au pouvoir, que tu dis que tu vas combattre. Est-ce que les populations comprennent le sens d'un boycott par rapport à des élections? Est-ce que tu es sûr que l'opinion internationale qu'on essaie parfois de titiller à travers ce boycott sera prêt à prendre des positions suffisamment fortes pour amener le pouvoir à changer les règles du jeu, etc. Il y a énormément d'enjeux et de sorte que si vous regardez, on boycotte de moins en moins les élections, on les conteste jusqu'au bout, mais au finish, on participe. Et moi, je me dis que c'est certainement la meilleure méthode parce que gagner par les élections, c'est la voie qui doit être la voie par laquelle on accède au pouvoir. Alors, parlons toujours des candidats à cette élection présidentielle. Nous le disions tout à l'heure, ils sont 16 à y aller en tant que candidats indépendants, du moins par rapport à la liste publiée par la commission électorale. Et parmi ces 16 candidats, un candidat surprend, c'est bien le président de la République. Le candidat sortant, Félix Tshisekedi, est candidat indépendant aux prochaines élections. Oui, c'est une curiosité. Je me demande quelle stratégie se cache derrière. Tshisekedi, si on parle de Tshisekedi, c'est son père d'abord, oui. C'est UDPS. Donc, un parti politique qui a combattu Kabila, un parti quand même qu'on a vu se mobiliser, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi sa candidature n'est pas portée par l'UDPS? Et on est tenté de vous poser la question. Est-ce que c'est parce qu'il s'est mis avec, comment il s'appelle encore, Jean-Pierre Bemba, qui a son propre parti également, avec d'autres, parce qu'il a plusieurs personnes qui ont renoncé à être candidats pour soutenir sa candidature. Est-ce que c'est une façon peut-être d'éviter qu'on dise, bon, nous soutenons la candidature de M. Tshisekedi et l'UDPS, son parti, a pris tout en nous mettant à l'écart? Mais je me dis qu'ils auraient parfaitement pu créer une coalition ou bien aller avec l'Union sacrée qui a été créée quand il a fallu renverser les conditions au niveau du Parlement pour pouvoir gouverner un peu plus librement. J'ai encore du mal à comprendre pourquoi il a choisi d'aller comme candidat indépendant alors qu'il y avait plein de structures politiques et d'organisations de structures politiques qui auraient pu porter sa candidature. Pour les autres, on peut comprendre quelqu'un comme le médecin gynécologue Denis Mukwege. On peut comprendre, bien que je me demande, est-ce que c'est le bon moment pour lui de sortir parce qu'il va se retrouver devant une mare de caïmans alors qu'on ne l'a pas vu se préparer à cela. Il aurait pu, pour cette campagne-ci, se positionner en faiseur de roi, par exemple, mobiliser des gens, conscientiser, de sorte que les politiques aillent dans le sens de lui faire la cour, ce qui lui permettrait d'imposer, par exemple, certain nombre d'idées pour dire à quelqu'un, si vous voulez qu'on rentre dans votre coalition, qu'on vous supporte, il y a tel et tel problème que les Congolais ont qu'il va falloir résoudre. Et se préparer pour une prochaine élection. Mais bon, attendons de voir parce que sa popularité est là, elle est indiscutable. Mais pour ceux qui connaissent les élections, entre popularité et électeurs, la différence est extrêmement grande. Alors, quelles sont les chances dont dispose Denis Mukwege aujourd'hui de devenir président de la République démocratique du Congo? Je me dis que ce n'est pas lui qui a les meilleures chances. Quand on regarde, vous avez Tshisekedi qui est le président sortant, comme je l'ai dit d'habitude, il part avec 30% d'avance par rapport aux autres, puisqu'il a tout à sa disposition. Vous avez Fayulu qui avait déjà gagné les élections. Bon, vous avez Moïse Katumbi à qui on avait empêché de participer aux élections parce qu'on le craignait. Donc il représente quelque chose. Au Katanga, c'est très clair, mais pas seulement au niveau du Katanga. Vous avez deux anciens premiers ministres qui sont également sur la liste de départ. Et comme on le sait, un premier ministre, ce n'est pas de l'administratif tout simplement, c'est également du politique. Donc un ancien premier ministre de Kabila qui n'a certainement pas encore dit son dernier mot par rapport à la RDC, qui a peut-être lui aussi préparé son coup pour reprendre ce que Tshisekedi lui a pris à un certain moment. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'il est venu au bon moment? Il y a tellement d'enjeux ici, de comptes à régler,
parce qu'il faut l'appeler comme cela, que quand il vient, lui, il aurait été intéressant qu'il participe à ce que j'appellerais des élections ouvertes, où on ne sera en face d'une élection où on va discuter programme, on va discuter profil, pour dire mais qu'est-ce qu'il faut pour la RDC, mais ça ne sera pas le cas. Quand la campagne va commencer, vous allez voir, comme on sait le faire, on va attaquer plus les personnes que les programmes, et je ne crois pas qu'il va rentrer dans ce jeu-là. Et c'est quand vous regardez les meetings, les gens réagissent plus quand on attaque les personnes que quand on fait des propositions pertinentes en matière de projet pour le pays ou en matière de programme de gouvernement et autres. Est-ce qu'il aura la capacité de rentrer dans ce jeu? L'autre élément, la présidentielle, mais c'est une machine qui gagne des élections. Pas seulement la présidentielle. Puisque la RDC, c'est pas le Togo, c'est un énorme pays. Faire le tour du pays en 3 semaines, ça sera un problème. Et ça ne suffit d'ailleurs pas parce qu'il faut que des gens restent sur place pour porter la candidature, pour faire cette campagne pendant les 21 jours. Il a quoi comme structure de façon décentralisée au niveau du territoire pour porter sa candidature? C'est vrai, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de gens qui l'ont poussé à être candidat, mais ces gens-là ont quelle expérience sur le terrain politique? Parce qu'en politique, ton titre de professeur agrégé ne te garantit absolument rien quand tu descends sur le terrain politique. Ce n'est pas académique. D'autres candidats également, vous venez de citer quelques-uns, Martin Fayoulou qui avait participé aux dernières élections présidentielles, mais aussi Moïse Katumbi et d'autres leaders de l'opposition sont également candidats à ces élections. Peut-il y avoir une coalition, peut-être pour la diminution du nombre de candidats? La RDC nous a habitués à cela. Rappelez-vous la dernière élection, pendant qu'on était là en train de faire campagne, on discutait sur candidat unique. C'était assez spécial. Jusqu'au dernier moment, on discutait pour trouver un candidat unique. Quand on l'a trouvé, malheureusement, certains ont dit que leur base leur a dit de refuser, parmi lesquels le président actuel Tshisekedi. Donc certainement, il y aura des discussions quand les gens vont se rendre compte qu'il y a 24 candidats. Objectivement, parmi ces 24 candidats, il y en a qui savent très bien que, peut-être dans une zone déterminée, ils peuvent remporter les élections, mais en dehors de cette zone, ils n'ont pas une représentation nationale. Peut-être, quand les gens vont s'en rendre compte, ils accepteront à un certain moment de discuter et de voir comment faire pour se mettre ensemble. Mais à défaut, ils vont peut-être se mettre à faire ce que l'on voit régulièrement, s'entendre au moins pour que, quand il y a second tour, que ceux qui sont au niveau de l'opposition fassent bloc pour supporter celui parmi eux qui va aller au second tour avec éventuellement le président sortant. Il y a toutes ces possibilités qui sont là, mais on n'en est pas encore là parce que n'oublions pas que, comme ça a été dit au départ, c'est une liste qui a encore un caractère provisoire. Et lors des dernières élections, Katumbi n'est pas parti parce que on l'a retenu bien avant, mais il n'est pas le seul à ne pas être parti. Mouzouto avait été retenu alors que la CENI avait dit qu'il peut aller, mais au dernier moment, on l'a fait ressortir. Jean-Pierre Bemba également, c'était le cas. Nous arrivons à la fin presque de cet entretien. Vos mots de fin, Mamadou Diouf? Souhaiter simplement qu'on ait des élections qui se déroulent comme il se doit, pour que ce beau pays, ce grand pays qui peut quand même jouer un rôle pour l'Afrique, puisse être sur les rails une bonne fois pour toutes. Parce que n'oublions pas qu'on parle de campagne, on parle d'élections, mais vous avez encore des groupes armés sur place qui combattent comme le M23, ADF, etc. et qui empêchent à ce pays de prendre son envol. Et pour une Afrique forte économiquement, la RDC va compter. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur New World Info.